Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence Comment devenir facilitateur, comment devenir facilitatrice. Déjà, un grand remerciement pour les orgas, les facilitateurs qui font un travail de dingue à chaque fois. Donc, merci à eux. Merci aux sponsors aussi, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est toujours, c'est assez particulier et ça nous laisse une liberté géniale, même si dans d'autres occasions, bah, les sponsors, c'est toujours bien. Mais là, ce choix, il est quand même assez fou aussi. Donc, gros big up pour les organisateurs. Je vous remercie d'avance pour l'énergie que vous avez ou qui vous reste, que vous allez mettre dans le chat, parce que comme on n'a pas forcément énormément d'interactions orales, et ben ça fait du bien de voir des choses qui bougent dans le chat. Et je voudrais dédier cette conférence à deux personnes qui sont à l'origine et qui m'ont inspiré cette conférence. Julie, donc je sais pas si elle nous regardera, et Solène sont deux femmes qui m'ont contacté l'année dernière et qui m'ont posé cette question. Comment devenir facilitateur? Et donc, je m'étais dit que ce serait la bonne occasion de traiter ce sujet en conférence. Alors, pour me présenter, je m'appelle Romain Couturier. Je bosse, je suis à mon compte dans ma société Super Tilt. À la base, moi, je suis ce qu'on appelle un agiliste. Donc, je fais ce qu'on appelle du coaching agile. Le coaching agile, c'est quoi? C'est en gros, c'est aider des gens à avoir de la méthode en gestion de projet. Voilà, pour la faire assez simple. C'est pas le sujet le plus funky de la Terre. Donc, je me suis équipé de modalités pédagogiques, la facilitation graphique. Aujourd'hui, c'est un indispensable dans tous mes travaux. Je ne me vois pas intervenir sans. L'enjeu, c'est d'arriver à rendre des messages complexes visuels. Et puis, au début, en fait, la facilitation graphique, ça c'est arrivé en 3, parce que pour travailler vraiment sur cette modalité d'agilité, très rapidement, j'ai intégré des modalités qu'on appelle d'intelligence collective, pour faire assez simple. Donc, c'est tout ce qu'on traite, c'est tout ce qui est traité à travers cette conférence. Moi, j'ai démarré il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que c'est comme pas mal de monde. Moi, j'ai démarré en intelligence collective, et puis à force, tout ça s'est développé. Au début, c'était que de l'agilité, et puis maintenant, je travaille avec ces trois sujets-là, avec une affection toute particulière pour les sujets qui sont quand même assez compliqués, je dirais pas tordus, mais en tout cas avec des contextes qui soient émotionnels ou humains, qui soient plutôt complexes, parce que je trouve que c'est vraiment là où il y a des énormes enjeux, et c'est là où il y a des leviers. Et donc, en préparant cette conférence, je me suis posé cette question à moi-même, c'est-à-dire, ok, avant d'expliquer quelle est ma vision du monde par rapport à ça, comment devenir facilitateur, comment devenir facilitatrice, comment j'ai démarré. Et du coup, en me reposant cette question, je me suis dit, tiens, je crois que une des premières fois, je crois que c'était en 2010, en fait. Je pense que c'était en hiver, il faisait gris. Je crois que j'étais chef de projet sur un projet, et on était dans une salle qui était pas très bien illuminée. Vous savez, ces salles, voilà, il y a une toute petite fenêtre, un mauvais éclairage. Et puis j'avais prévu de faire une première rétrospective, parce que j'étais chef de projet agile. À l'époque, je savais pas que ça se disait pas, mais je le disais quand même. Et donc, voilà, j'avais préparé mon déroulé de rétrospective. Alors, j'avais de la chance ce jour-là, parce que dans cette salle, il y avait un mur lisse où on pouvait coller des post-it. Je me souviens qu'il y avait Emilien. Voilà, Emilien, il écrivait des post-it. Il écrivait sur ses post-it de manière beaucoup trop petite. On n'arrivait pas à lire. Il y avait Aurélia, elle était toute timide, elle n'arrivait pas à parler. Mais moi, j'avais le trac. En vrai, j'étais vraiment super flippé. Et puis j'avais préparé mon truc. Puis on est arrivé à faire, j'ai préparé un bon atelier post-it. On a fait des regroupements. Et
puis à la fin, on a fait les plus, les moins et les actions. Et j'étais trop content en vrai parce que ça avait trop marché. Je crois que ce jour-là était vraiment important. Était vraiment important pour moi parce que je crois que c'était la première fois que j'arrivais à faire un exercice collectif à des gens. C'était pas théorique. Mais il n'y a pas eu que ce moment-là. Parce que je ne sais pas si c'est ce jour-là où ça s'est fait, mais il y a clairement quelques mois plus tard, alors que je montais ma boîte, je me suis retrouvé, j'ai eu la chance d'être en animation avec un confrère qui est parti à la retraite et qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Jean-François Jagodzinski. Et on était en animation d'atelier et il utilisait le paperboard. Alors, il y avait plein de gens qui regardaient le paperboard. Et ce jour-là, il a fait un truc fou. Il a décroché une feuille et il l'a scotché au mur. Et moi, dans mon esprit, un paperboard, on écrivait sur le paperboard. Et là, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et juste en 3 minutes, Jean-François, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait complètement la décoration de la pièce. Et là, je crois que ce jour-là, je me suis dit un truc de fou, c'est que ça y est. Ok. En vrai, là, ce qu'il vient de faire, c'est possible. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais sacrément enfermé dans mes barrières. Et j'ai trouvé ça, ce moment-là, pas duré longtemps, hein. Accrocher une feuille de paperboard, hein, je vous laisse imaginer combien de temps ça prend, c'est quand même assez rapide comme exercice. Mais la possibilité de le faire, ça, c'était fou. C'était fou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ça? Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers, je me suis dit, bah, c'est ça, c'est l'espace, en fait, qu'il faut que je réinvestisse. Et je trouve, réinvestir l'espace, c'est quoi? C'est qu'il y a clairement un avant et un après. Je ne sais pas si... Moi, quand j'arrive dans des espaces, ils sont bien organisés. Alors souvent, hein, la configuration spatiale standard, c'est qu'on a un tableau, on a des chaises. Alors, ça peut être une salle en U, hein, je sais pas, ça marche aussi. Et on se retrouve à peu près comme ça. Si on a de la chance, les tables peuvent se détacher. Et du coup, je me suis mis à réappliquer immédiatement ce que j'avais vu avec Jean-François, c'est-à-dire, déjà, si je prenais soin de repositionner l'espace. Donc avant, on a un espace classique, on a un espace qui est pas pratique, et après, on fait quoi? Après, on bouge les tables, et surtout, on crée des espaces. C'est-à-dire, créer des espaces, cette fois-ci, ça veut dire laisser de la place, faire que les gens puissent circuler, faire que les gens puissent se retrouver autour d'objets communs, par exemple des paperboards. Alors, quand on a la chance d'en avoir plusieurs, c'est bien, c'est plus pratique. Et là, je me suis dit, ok, là, il est en train de se passer quelque chose. Parce que ce moment-là où on recrée l'espace, où on le reparamètre, où on le reconfigure, on en change la disposition initiale, c'est un moment auquel les gens ne sont pas préparés. Ils ne s'y attendent absolument pas. Et du coup, le fait de leur proposer une nouvelle disposition, ça crée de nouvelles conditions. Alors, depuis qu'il y a eu le Covid, évidemment, c'est moins évident. C'est moins évident parce que un espace distanciel, c'est quoi avant? Avant, on n'est pas connecté, et puis après, après, on est connecté. Donc, évidemment, il y a moins d'options. Et en même temps, je suis allé un peu vite, là. J'ai fait une grossière erreur de débutant. Je suis parti bille en tête, là. Vraiment, on démarre pas comme ça un moment. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on pose, ça c'est le coup classique. Voilà, tu pars dans ton idée, allez, bram, et on déroule. Non, on va refaire. Faux départ. Si vous êtes d'accord, on va faire. On va faire normalement quand on démarre un moment, on doit se présenter quand même. Alors, dommage parce que je vois pas le nombre que vous êtes. Donc, on va essayer de faire un tour de table dans le chat, hein. Donc, si vous êtes nombreux, vous allez voir que ça va être pas pratique en fait. Mais
On va essayer de se poser un petit peu la question de qui est là. C'est important de savoir qui est là. S'il y en a qui ont déjà fait des grands tours de table. Alors, comme vous n'allez pas forcément tous répondre, on va voir un petit peu, on va s'appuyer sur un élément. Je vais essayer de faire on va essayer de faire un petit quiz comme ça là, pour savoir. Ça s'appelle l'état de la facilitation. Si vous allez sur un site qui s'appelle Session Lab, pardon, vous pouvez regarder un rapport là qu'ils ont publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle State of Facilitation. C'est assez intéressant. Bon, comme tous les rapports, ils sont partiels, mais au moins ça donne une bonne indication du métier et de qu'est-ce que le monde de la facilitation. A priori, dans le monde de la facilitation, on travaille seul à 97%. A priori, dans le monde de la facilitation, il y a à peu près la moitié des gens qui sont en freelance. A priori, chez les facilitateurs, enfin plutôt, on devrait dire plutôt des facilitatrices, parce qu'une grande partie des facilitateurs sont des femmes. Et la plupart des facilitateurs ont entre 40 et 60 ans. 2 tiers des facilitateurs travaillent en hybride. Hybride, ça veut dire qu'on travaille à la fois sur du présentiel et du distanciel. On est globalement une population assez éduquée, dans le sens où on a fait des études assez longues. Et les facilitateurs maîtrisent une trentaine d'outils. Et la grande question qui se pose pour le futur de la facilitation, c'est de savoir est-ce que ça va être une profession ou est-ce que ça va être une compétence. Et ça nous aide. J'aurais dû commencer par ça, je me suis présenté moi, mais c'est important aussi de savoir qui est présent. Alors, si vous ne répondez pas à ce portrait robot que je viens de prendre, surtout n'hésitez pas à le dire. A priori, chez les facilitateurs, on va travailler sur des thématiques de résolution de problèmes, de co-construction, d'innovation, de coaching. On va intervenir dans des univers comme l'agilité, le SS, le RSE, les transitions environnementales, travailler avec des habitants. C'est important de comprendre son public. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là ? A priori, parce que vous êtes intéressé pour savoir comment est-ce qu'on le devient. Comment est-ce qu'on devient facilitateur ? Comment est-ce qu'on devient facilitatrice ? J'imagine que vous attendez des réponses concrètes. Comment on va s'y prendre ? Je vais vous faire une présentation. Et puis, vous avez évidemment le droit de poser des questions dans le chat. Et évidemment, il y a des enseignants. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire cette présentation, comme l'a dit Hicham, je vais la faire en parler dessiné, puisque l'idée est encore plus en fin de journée, et de m'assurer de votre attention. Et donc, tout ça, quoi de mieux que de ne pas faire de PowerPoint, mais plutôt que d'essayer de révéler au fur et à mesure les idées que j'ai envie de vous partager. Bon, maintenant que le cadre est mieux posé, maintenant que j'ai rétabli tout ça, je vais pouvoir vous parler des différents outils et essayer d'amener des réponses concrètes. Parce que quand on veut devenir facilitateur et facilitatrice, s'il y a bien un truc sur lequel on se jette dès le départ, c'est les outils. On n'imagine pas quelqu'un qui intervient sans outils. Voilà. Alors, la maturité, après, nous fera oublier les outils quand on aura plus de seniorité, mais c'est vrai qu'au démarrage, on a besoin d'outils. Alors, je me suis dit, tiens, c'est les outils, qu'est-ce que je vais leur proposer comme outils ? Parce qu'il y en a tellement. Moi, je sais que quand je les ai cartographiés sur mon Miro, j'en ai identifié plus de 200. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 outils que j'ai juste pratiqués au moins une fois. Et encore, il y en a plein que je n'ai pas identifiés. Comment je peux leur faire partager les bons outils ? Je me suis dit, finalement, c'est peut-être un peu comme les Pokémon. Voilà, les outils, faut à peu près... faut tous les attraper, les outils. C'est-à-dire qu'il faut à peu près tous les essayer. Alors, c'est compliqué parce que quand on démarre en facilitation, avec quels outils on va être familiarisé ? Plutôt avec les outils des gens qu'on fréquente. C'est vrai que si vous êtes, par exemple, dans de l'économie sociale et solidaire, vous allez tomber sur des modalités de facilitation. Si vous arrivez de l'univers de l'agilité, comme moi, vous allez tomber sur d'autres types de jeux. Et il y en a tellement. Alors, je pourrais en citer plein.
Ouais, je vous livre que les principaux que j'affectionne. Voilà, une constellation. On a besoin d'outils comme la communication non violente. Là, à côté de moi, j'ai une boîte de plus plus. Si vous ne connaissez pas les plus plus, c'est comme les Lego, mais en un petit peu, voilà, ça se combine. C'est génial. On a besoin de jeux. Voilà, les jeux de Tiagi. Si vous ne connaissez pas les jeux de Tiagi, c'est c'est génial, c'est brillant, c'est merveilleux. On pourrait parler de solution focus. C'est quoi? C'est toute une approche. On est déjà quasiment à deux doigts dans le coaching. On pourrait parler tiens, dans les outils incontournables. Ouais, il y a le speedboat. Le speedboat, c'est facile à dessiner. J'adore faire des forums ouverts. Tous ces outils-là, il faut plonger dedans. Il y en a qui sont très simples. Il y en a qui sont très faciles. Je fais énormément de ce qu'on appelle un bocal à poisson, ou en anglais, un fishbowl. J'aurais pu citer les liberating structures, j'aurais pu citer les innovation games. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Il nous faut plein d'outils, il nous faut plein d'outils. Et qui dit plein d'outils, après ça, nous dit, il va falloir s'équiper. Donc, comment tu deviens facilitateur? Une fois que tu as les outils, ces outils-là, certains, ils requièrent du matériel. Tous les outils de facilitation ne sont pas que des questions, que à base de questions. On pourrait le faire, hein, mais il n'y a pas que ça. Alors, un petit conseil, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut s'acheter une valise. Alors, moi, ma première valise, je l'ai remplacée depuis, parce qu'elle n'a pas tenu le choc. Et comment tu choisis le matériel que tu vas embarquer? Il y a des choses vraiment très très simples. Il y a des choses qui coûtent pas cher. Voilà, par exemple, des balles. Voilà, parce qu'avec des balles, on peut faire. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de jeux. Moi, je sais que j'utilise plein de badges pour éviter de coller des autocollants pour faire les portraits. Je prends des dés aussi. Et puis par rapport à chaque fois que vous allez tomber chaque fois qu'on va tomber sur des ateliers, sur des formats, il y a ceux qui sont gratuits et puis il y a ceux qui sont payants. Et donc ceux qui sont payants, ça va être facile. Hein. Si au début on n'a pas le budget, on va pas les prendre, ce qui fait qu'on va vachement alléger la valise. Voilà, ma plus grande fierté, c'est d'avoir trouvé un bâton magique. L'avantage de ce bâton magique, c'est qu'il fait 2 mètres. Et en fait, quand il est replié, il fait juste 20 cm de haut. Et ça, c'est assez génial. Ça permet de faire un jeu qui s'appelle le bâton d'hélium. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire ces jeux-là, hein. Juste qu'un facilitateur, une facilitatrice va avoir besoin de matériel. Alors, c'est vrai qu'au début, on en met plein, on en met sans doute trop, on n'utilise certainement pas tout. On a besoin évidemment de post-it. Hein, on ne se pose pas de questions, on achète des 3M super sticky parce que c'est pas la peine voilà. On prend tout de suite du bon matos d'entrée de jeu. Et puis après, vous allez voir que ça va vite filtrer parce que quand on se retrouve avec plein de matériel, il faut le transporter. Et l'aspect logistique du facilitateur ou de la facilitatrice n'est pas un aspect à minimiser parce que c'est lourd. Parce qu'il faut le transporter. Si on prend le train, il faut bien prévoir un petit peu. Et puis, il faut que tout tienne aussi dans sa valise. Alors, est-ce que vous êtes plutôt à voyager léger ou pas? C'est une vraie question à se poser. Ah, on a vu des outils, on voit le matériel. Et puis, évidemment, on a besoin de livres. Voilà. Je sais pas, ça c'est pour devenir facilitateur, pour devenir facilitatrice, on a besoin de bouquins, hein, on a besoin de ressources, on a besoin de littérature. Il y en a plein des bouquins qu'on peut recommander. Alors moi, je vous livre ma sélection. Une sélection qui j'espère peut vous surprendre. Moi, c'est toujours troublant de voir à quel point on va trouver de l'inspiration, pas forcément là où on l'attend. Alors, tous les jeunes parents ont reconnu les petits loups. Alors, dans tous les livres, si je vous parle de ça, c'est parce que tous ces bouquins pour enfants, ils ont la grande vertu
de passer des messages simples, et notamment pour nous aider en termes de posture. Je trouve que c'est exactement ça. Alors évidemment, on ne va pas acheter Petit Loup va sur le pot, hein, parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de se dire là, c'est pas le sujet. Par contre, il y en a des très bien. Voilà. Par exemple, Petit Loup fait des bêtises, je trouve que c'est assez inspirant, parce que ça nous rappelle à quel point on peut, créer des choses un petit peu différentes dans des espaces, et que c'est pas forcément très grave. Ça nous rappelle un peu à notre petite fantaisie qu'on avait, qu'on a peut-être un peu égaré. Petit Loup veut être le chef, il est pas mal aussi, Petit Loup veut être le chef. Il nous rappelle à peu près ce qu'on veut pas être en tant que facilitateur sur un cadre. Toujours dans les bonnes recommandations de lecture, pour que ce soit léger. Alors, ça se lit bien, hein. Il y a 10 pages, c'est écrit pour des enfants de 5-6 ans, donc autant vous dire que la lecture, ça prend à peu près 7 minutes, hein. C'est pas non plus des grands bouquins. Qu'est-ce qu'on a aussi si vous voulez des choses un petit peu plus grandes, là, on va se tourner vers une série incontournable, hein. Les Monsieur Madame. Alors là, je pense que là, c'est juste incontournable. Donc, Monsieur Madame, moi, mes préférés, c'est Monsieur Madame Courage, parce qu'il y a vraiment des enseignements à tirer de ces personnages-là. On pourrait citer Monsieur Parfait, parce qu'il faut être attentif à tous ces... à ce que les expériences qu'on propose aux gens, elles soient excellentes. On pourrait citer Monsieur Farceur pour son côté rieur. On pourrait citer Madame Invention, Monsieur Formidable, Madame Oui. Autant de qualités, autant de traits de personnalité qui sont traités évidemment avec la légèreté pour des enfants, mais quand on a notre regard d'adulte sur ces littératures-là et qu'on les réintègre dans le champ qui nous intéresse, à savoir le champ de la facilitation, eh bien, il y a peut-être beaucoup plus d'enseignements qu'il n'y paraît. Et c'est beaucoup plus digeste qu'un certain nombre de livres ou de ressources. Des ressources, si vous allez... c'est assez simple, hein, je vous en ai des ressources plus adultes. Si ce passage-là vous a laissé un peu sceptique sur véritablement s'il faut réintégrer ces bouquins-là dans sa pratique de facilitation et que vous voulez des lectures beaucoup plus à votre âge, eh bien, j'ai sorti un article sur les 5 ressources incontournables. Mais celles-ci sont aussi très, 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 très bien. Et donc, voilà, quand on démarre, voilà, on a donc des outils, on a du matériel, on a des livres, on a préparé, on fait son atelier, et voilà, et je pense qu'on se lance. Et puis un jour, on comprend qu'il y a un truc qui est hyper important quand on fait de la facilitation, c'est ce qu'on appelle des feedbacks, d'avoir des retours. Voilà. Alors, il y a plein de façons. Généralement, c'est un petit temps qu'on prend à la fin. Ça prend 1 minute ou 2, voire un peu plus en fonction de la taille du groupe. Et on demande ce que les gens ont pensé du moment, de l'atelier qu'on leur a proposé. Alors, on peut leur demander de voter avec des smileys, on peut leur demander d'utiliser des cartes Dixit qui sont disponibles gratuitement, qui sont mises à disposition par Asmodee. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aussi? On peut leur demander de faire une synthèse du moment juste avec un seul mot. Et évidemment, hein, s'il y en a un qui est bien classique, on va leur demander de faire un rôti, donc voilà, le retour sur le temps investi. On pourrait faire un mur des retours. Voilà, pareil, donc c'est un peu comme les mots, mais cette fois-ci, on les affiche, on les collecte. Et ça, c'est cool. Voilà. Au début, je trouve que c'est très euphorisant la facilitation quand on se lance, parce qu'il y a un tel champ de possibilités. On y va, tête baissée, comme j'ai fait tout à l'heure. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions jusqu'au jour où, si tout va bien, un jour, le feedback, il ne sera pas terrible. Et ça, c'est un versant qu'on évoque assez peu. On voit assez peu de témoignages là-dessus. Ce sont tout le champ des facilitations, des ateliers qui échouent ou qui réussissent pas qui sont pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, qui sont pas à la mesure, à la hauteur de l'investissement qu'on y a mis, et parfois même qui sont tellement dérangeants parce qu'en fait, on ne comprend pas, on ne s'attendait pas à un tel retour du groupe.
Et donc, quand vous avez mis énormément d'énergie, proposé des activités à des gens qui vous font un retour, en gros, qui vous font comprendre que ce n'était pas terrible, ce jour-là devient aussi un jour fondateur. Et ça veut dire qu'il faut repartir aux bases. Et ça repose la question, mais alors du coup, c'est quoi comment je vais faire pour continuer à être facilitateur, facilitatrice avec ça? Donc, on va reprendre, à ce moment-là, on reprend la base. Il me semble qu'on lui passe, et reprendre la base, c'est repasser par un point de passage. C'est le cadrage de la demande. Parce que finalement, si ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai raté dans le dispositif? À quel moment il y a eu des signaux faibles que j'aurais dû attraper, que j'aurais pu attraper et que j'aurais pu mitiger? Alors là, si vous n'avez jamais démarré dans la facilitation ou si vous êtes au tout début, il y a un outil qu'il faut, à mon avis, qu'on est obligé d'avoir. J'avoue que je suis là sans celui-là, moi je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, c'est ce qu'on appelle les 7P. Ces 7P, c'est un acronyme. Alors en anglais, c'est pour purpose, donc je vais essayer de le traduire. Donc, quand on va cadrer la demande, on va clarifier les objectifs. On peut même aller jusqu'à clarifier les intentions. C'est-à-dire en gros, pourquoi il y a ce moment? Pourquoi il y a ce moment collectif? Deuxième P, c'est le public. Donc là, très important de savoir aussi à quel public on a en face. Ça nous donne des informations sur la constitution du groupe. Qui est présent? Est-ce qu'il y a des rapports particuliers entre les personnes? Parce que ces gens-là, on va leur proposer des activités. Et c'est vrai que quand on démarre, la partie la plus intéressante, la plus euphorisante, c'est la partie processus, c'est-à-dire la succession des outils, des activités qu'on va proposer aux gens. C'est vrai que c'est quand même assez... on y passe du temps à les préparer. Et vraisemblablement, le jour où le feedback n'est pas bon, c'est parce que les activités qu'on a proposées, elles ne correspondent pas au public qui est présent, soit parce que c'était des activités beaucoup trop disruptives, beaucoup trop créatives, pour un public qui n'était pas du tout encore à ce niveau-là, ou à l'inverse, c'était beaucoup trop plan-plan, alors que c'était des gens qui étaient très en attente. Et ce processus, il doit permettre de répondre à la production d'un, alors en anglais ils disent product, on pourrait dire d'un livrable. Et on voit déjà que quand on cadre la demande, il y a déjà ces 4 dimensions, hein, j'ai rajouté les 7, mais est-ce que le public est capable de délivrer le produit en suivant le processus que vous avez construit, et est-ce que tout ça répond à l'objectif qui était demandé? Et parfois, eh bien, on se rend compte, moi si je regarde un peu mes premiers filages d'atelier au tout début, eh bien, par chance, c'était le cas, et puis par négligence ou par absence d'observation, de vigilance, eh bien non. Ce qui peut expliquer pourquoi, des fois, j'ai eu des résultats assez incertains. On ne négligera évidemment pas la partie préparation. Un bon facilitateur, une bonne facilitatrice, c'est une personne qui sera préparée. La préparation, c'est la préparation avant le moment, mais c'est aussi la préparation sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils et d'ouvrir son champ sur des outils qui nous servent, qui pourraient nous servir, de rester en veille permanente, et d'aller expérimenter aussi. Donc d'aller trouver dans d'autres espaces, par exemple, comme cette conférence, pour aller trouver de l'inspiration ailleurs. Donc cette préparation, indispensable. Mais la préparation est directement liée au processus, parce que certains ateliers vont nécessiter de la préparation de matériel. Les aspects logistiques sont essentiels à prendre en compte, c'est-à-dire est-ce que les outils et les espaces que je vais avoir à ma disposition vont me permettre de dérouler les activités comme j'ai prévu pour le produit. Et on comprend bien qu'il y a un enjeu énorme sur la partie distancielle. C'est pour ça que de nombreux facilitateurs ont grandi ou se sont vachement remis en question pendant la période de Covid, parce qu'avant, on parlait d'espace physique, mais maintenant, on parle d'espaces digitaux, numériques, et on parle aussi d'espaces hybrides. Donc, ça veut dire que ça a des influences énormes sur la partie processus, avec des publics qui sont de plus en plus éduqués sur les parties digitales, mais pas toutes. Et donc, tout ça nous questionne sur tous les risques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire que notre atelier échoue? Et on va vite, si on est à l'écoute et qu'on arrive à ouvrir un peu le champ des possibles, on va vite se rendre compte que ce n'est pas
que dans notre maîtrise des différents outils et des différents formats d'atelier que ça peut échouer. On peut se retrouver avec les mauvaises personnes, on peut se retrouver avec un objectif qui est mal défini, on peut avoir une logistique inadaptée parce qu'on se retrouve dans la grande salle de direction avec une table ovale qu'on ne peut pas déplacer, et donc on ne pourra pas proposer l'expérience qu'on avait imaginée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça nous aide. Il me semble que cet outil-là, le 7P, nous aide à devenir de meilleurs facilitateurs et de meilleures facilitatrices. Le jour où on continue sur la voie de... peut-être le jour où on prend conscience qu'on devient facilitateur et qu'on devient facilitatrice, c'est peut-être le jour où on comprend comment est-ce qu'on va pouvoir gérer l'énergie du groupe. Gérer l'énergie du groupe, ça c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement en fait. Alors qu'en fait c'est très très simple. Donc quand on a un groupe avec des gens qui parlent, hein. Alors je choisis volontairement de les représenter par des animaux parce que ça permet de changer de forme de personnage, mais on va se retrouver avec différents types de profils. Alors, il y a plein de gens avec qui ça se passe bien. Et puis, il y a plein de gens aussi avec qui ça se passe pas très bien. Et tous les facilitateurs, toutes les facilitatrices qui se sont retrouvées un jour avec des groupes difficiles savent très bien à quoi je fais référence. Mais quand on débute et qu'on fait face à cette situation, on est un peu démuni. Alors souvent, on essaye de trouver des solutions et des techniques et de se dire « Oh là là, mais comment est-ce qu'on va… » Alors qu'en fait, la solution, elle est toute simple. Il n'y a absolument rien à faire. Ou plutôt, s'il y a un truc à faire pour gérer l'esprit du groupe, et surtout pour se protéger soi en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice, c'est de toujours dire oui à ce qui se passe. Et il me semble que quand on arrive à intégrer cette possibilité, c'est-à-dire quand on l'intègre dans sa propre pratique en se disant de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais dire oui, c'est-à-dire que je vais accepter la contrainte, on arrive sur ce qu'on appelle les contraintes créatrices, et en fait on se rend compte qu'en tant que facilitateur, eh ben, ce n'est pas mon rôle de gérer ce qui se passe à l'intérieur du groupe. En fait, c'est pas mon rôle, pour être plus précis, c'est pas mon rôle de gérer le fond des choses. Mon rôle, c'est de gérer le cadre. Et donc, il est de la responsabilité du groupe de se gérer. Alors évidemment, dans les limites légales et du respect de la bienveillance, voilà. On garantit quand même la sécurité physique et émotionnelle des gens, mais globalement, s'il y a des gens qui ne veulent ne pas respecter, qui souhaitent ne pas respecter certaines règles, la réponse est oui. S'il y a des gens qui veulent partir, la réponse est oui. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ont un autre avis que le nôtre, la réponse est oui. Et du coup, moi, en tant que facilitateur, ça me libère. Ça me libère d'une responsabilité que je ne suis pas censé avoir, en fait, que je n'ai jamais eue, mais que je me suis donnée. Et souvent, par excès en voulant bien faire, on prend cette responsabilité. On dit oui à tout, que ce soit en positif ou en négatif. On n'est pas là pour juger. Je trouve que ça, c'est assez passionnant comme exercice parce que, évidemment, sur certains moments, ça va venir interroger nos valeurs, ça va venir questionner la façon dont on voit le monde. Ça ne veut pas dire ne pas intervenir quand un débat tourne en rond. Est-ce que ce n'est pas au groupe de réagir? Alors, évidemment, on pourrait discuter de ça. Peut-être tout simplement de poser la question, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le débat est bon? Voilà. Plutôt que d'affirmer que le débat tourne rond, qui est donc plutôt un jugement, une valeur sur ce qu'est en train de dire, c'est voilà, est-ce que le débat là est toujours fructueux? Et si la réponse est non, alors on a le mandat du groupe pour avancer. Et de se préserver d'un avis et d'un jugement sur ce qui est en train de se passer, c'est peut-être ce qui peut nous arriver de mieux, et c'est tellement plus confortable. Et du coup, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'orchestration, l'enchaînement. Quelque chose qu'on fait pour devenir facilitateur, pour devenir facilitatrice, un autre objet sur lequel il me semble qu'il faut qu'on soit particulièrement attentif, c'est sur l'élaboration des consignes. Alors, l'élaboration des consignes, c'est quoi? Quand on a une activité, quand on veut faire quelque chose à des gens, eh bien, on va leur dire, on va leur passer des consignes. Il y a des règles du jeu, il y a tout un tas de trucs.
Sauf que quand on regarde certaines activités qui ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît, dans la tête de certaines personnes, je vais dire moi, parce que je me sens... là, j'ai assisté à une formation et chaque activité, c'était une quantité de consignes considérable. J'avais du mal à tout intégrer. Et en fait, il y a plein de gens qu'on perd. Quand on les met notamment en sous-groupe, la première question qu'ils posent au groupe, vous avez des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ?» Voilà. Et ça, c'est drôle. Et c'est drôle. Et c'est encore plus vrai quand on est en distanciel. Il y a plein de gens qui sont absolument pas à l'aise avec le multi-consigne. Alors, les règles sur donner les consignes, c'est clair. Déjà, une règle, elle doit être comprise. Peut-être un pléonasme, mais si la consigne n'est pas claire, bah, peut-être qu'il faut, il faut la redonner ou l'expliquer dès le départ. Une consigne, elle est comprise. Une consigne, elle est comprise parce qu'elle est claire. Ça veut dire que, y compris dans la formulation, un facilitateur, une facilitatrice va avoir un soin particulier à faire des phrases qui soient courtes, à faire des phrases qui soient simples, à s'assurer que les gens ont compris. Dans certains espaces dans lesquels on intervient, on s'assurera aussi que les règles, les consignes, elles soient inclusives. Inclusive, ça nous rappelle donc la question du public qu'on a vue tout à l'heure. Inclusif par le genre, hommes et femmes, mais ça peut être inclusif aussi par d'autres aspects. L'inclusion, par exemple, du handicap, si vous avez affaire à ce type de population. Et donc, la règle, elle est simple. La consigne, c'est une à la fois. Et là, je trouve que ce qui est assez merveilleux, c'est vraiment l'apport magique du distanciel. C'est que quand on, pour le coup, quand on fait une consigne à la fois, et pas deux, une consigne, c'est par exemple allumer votre webcam. Une consigne, c'est par exemple dirigez-vous vers un plateau, vers une table, et je ne donne pas les autres consignes tant que cette consigne-là n'est pas exécutée. En distanciel, on est obligé de faire ça. Et quand on fait ça, eh bien, on a des gens qui sont beaucoup plus partie prenante. On a des participants qui ont compris pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. On revient sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le qui, le quoi, le où, le séquençage, quoi, carrément du séquençage, absolument. Alors, ça a une contrepartie, parce que ça prend du temps, évidemment. Et c'est vrai que si on a mal dimensionné son temps, eh bien, on peut être tenté d'aller vite. Et l'accélération sur les consignes, c'est à peu près ce qu'on doit, il me semble, surtout pas faire, parce qu'on veut que le groupe il soit motivé. Voilà, on peut faire comme Alexandre. Une big picture, donc une grande image, un grand aperçu, et après on y va étape par étape, mais on revalide étape par étape que les choses se passent bien. Parce que notre mission, en tout cas moi celle qu'il me semble qu'on doit avoir en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice, c'est d'entretenir le moment. Un titre un peu vague, un petit peu flou pour désigner pourtant un concept qui n'est pas très compliqué. En gros, s'assurer que les gens continuent de parler. Parce que les espaces d'intelligence collective font qu'à un moment donné, les gens y parlent. Donc, en gros, il y a une machine à blabla. Cette machine à blabla, elle est sous nos yeux. Il faut que les gens parlent. Alors, comment est-ce que les gens parlent ? Parce qu'on va leur donner des activités. Alors, quand on répartit les gens en sous-groupes, c'est bien. C'est pratique. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et après, on fait des restitutions. Et en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice, bien, il y a c'est aussi à moi, pour entretenir le moment, de mettre des bonnes pièces dans la machine. C'est quoi les bonnes pièces dans la machine ? C'est de savoir poser des questions. L'art de poser des questions et parfois de ne pas les poser. Alors, ça veut dire quoi de ne pas poser de questions ? C'est ce qu'on va appeler des reformulations. La question, on va dire, c'est la question sous forme de la question ouverte, qui est en gros une question ouverte, c'est qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Par exemple, à la fin, la question, ce sera qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ? Une reformulation, c'est on pense que voilà,
Donc, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? Oui, non. Le débat est un peu stérile, quelqu'un l'a dit. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, non. Et donc, c'est à moi de trouver les bonnes questions. Encore une fois, en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice, je ne suis pas responsable du fond. Je suis responsable de comment est-ce que ce fond il va être manipulé. Il est vraiment les bonnes questions au bon moment. Ça permet de laisser les participants responsables du sujet sur lequel ils sont. Et je pense qu'il n'y a rien de pire quand on se rate en tant que facilitateur, parce qu'on voit que les choses n'avancent pas comme on imagine que le potentiel des gens, les gens, mais ils devraient aller là-dessus. Et quand on voit que derrière, pour les aider quelque part, on va leur soumettre la tentation, être tenté de leur soumettre une solution. Non. Un bon atelier peut être un atelier où les gens repartent complètement frustrés, non pas parce que c'est sadique ou parce qu'on aime ça, mais parce qu'en fait, on ne pouvait pas obtenir mieux que ce livrable-là parce que c'était aux personnes d'arriver à converger sur une décision. Par contre, je vais reformuler, donc on est d'accord qu'on sort avec aucune décision. Voilà. Encore une fois, je restitue, je laisse les gens responsables de ce qui se passe, ce qui me permet de bien délimiter les bonnes frontières. Voilà quelques conseils pour devenir facilitateur, devenir facilitatrice. Alors, je ne peux pas non plus quitter cette séquence sur avec les conseils, ce que j'ai appelé les incontournables. Les incontournables, normalement, c'est ce que tout le monde devrait dire. C'est quoi je sais que ça va. Désolé hein, si ça fait un petit peu tarte à la crème, mais c'est vraiment les conseils qu'on va à un moment donné, qu'on va tous retrouver. Donc évidemment, il faut se faire confiance. Hein. Les incontournables, c'est ça. Ça, c'est les grandes. Voilà, t'es facilitateur. Fais-toi confiance toi-même. Ça veut dire quoi en vrai? Parce que moi, quand j'arrive face à un groupe, j'ai 18 personnes en face de moi et j'ai 3 heures pour leur faire un truc, ça veut dire quoi se faire confiance? Se faire confiance, ça veut peut-être juste se dire que ça va bien se passer et qu'il ne s'agit pas de moi. Ou tout simplement faire confiance. Faire confiance au groupe. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est libératoire en fait de faire confiance au groupe. Si je vous ai proposé les lectures sur le petit loup et les lectures sur monsieur, madame en complément des autres, c'est évidemment parce qu'au bout d'un moment, plus on fait, moins on ose. Et de rester attentif à sa zone de confort. On a forcément des favoris, on a des ateliers au bout d'un moment qu'on n'utilise pas parce que ça ne nous ressemble pas, parce que ce n'est pas notre personnalité. Mais devenir facilitateur, c'est pas proposer que des activités pour soi, c'est aussi rester concentré sur les autres. Et parfois, c'est retenter des choses. Et cette innocence, cette possibilité de faire des choses dingues, il me semble que c'est dans les premiers moments de la facilitation. C'est quand on ne sait pas. Et ceux-là, ils sont précieux, ces moments. Essayons de les reconvoquer, parce qu'on va y trouver plein de ressources. Oser sortir de sa zone de confort. Et puis, je crois que le meilleur conseil, bien flou, connais-toi toi-même. Voilà, apprends à te connaître. C'est un peu flou au début, on ne comprend pas trop à quoi ça sert, et puis le jour où on fait une boulette, on comprend pourquoi on n'aurait pas dû faire ça, et que ce n'était pas un problème de groupe, et que ce n'était pas un problème d'activité, que ce n'était pas un problème d'objectif. C'était un problème juste de soi. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas eu la bonne attitude, même en langage verbal, ou peut-être même en langage non verbal. Bien, maintenant pour mettre tout ça en œuvre, franchement, le top du top, si on regarde maintenant concrètement, voilà, si on arrive à la conclusion, comment on fait pour devenir facilitateur? C'est quoi le truc parce que là, tout ça, c'est très théorique. Pour que ce soit concret, si vous avez la chance d'aller observer un confrère, observer une consoeur, quelqu'un qui se retrouve en facilitation, même d'une séquence assez courte, c'est assez magique. Alors, je ne sais pas où ça se trouve, mais
c'est vrai que j'ai eu le privilège parfois de me retrouver dans une formation que j'animais en duo ou à laquelle j'ai participé. Eh bien, j'ai commencé à, non pas à être sur le fond, mais vraiment sur le cadre. Alors, observer quoi On peut observer les gestes. Que fait cette personne en termes de gestes? Et moi, mes plus grandes inspirations sont venues de personnes qui ne faisaient absolument rien. Du coup, moi, j'étais très déstabilisé au début. Non, mais attends, tu fais rien? Ben non. Et la réponse ce que mon binôme me disait, mais pourquoi tu veux faire quelque chose? Être attentif au silence. Quelle place y a-t-il à la parole? Quelle place y a-t-il à la réflexion? Quel rythme donne la personne? Et là, on en revient au connais-toi toi-même. Il y a des personnes qui vont préférer des rythmes lents, d'autres personnes qui vont préférer énormément d'aspects, qui vont être plutôt toniques. Les expressions, comment cette personne s'exprime. Quelle phrase? Comment est-ce qu'elle formule ces questions? On peut observer aussi les réactions, c'est-à-dire par rapport à une position du facilitateur ou de la facilitatrice, quelle réaction ça provoque chez les autres. Et parfois, on peut être assez troublé de se dire « Waouh, ce truc-là, fait comme ça provoque telle réaction? Waouh, j'aurais jamais osé. » Et du coup, ça peut nous donner confiance. Et tout ça, c'est pour observer quoi? C'est pour observer la fameuse posture du facilitateur. Ce truc un peu intangible, on dit toujours, voilà, la posture basse, la posture haute, mais c'est quoi en vrai? Peut-être qu'en la regardant, peut-être qu'on ça devient concret parce qu'on observe ces facteurs-là. Et en tout cas, même aujourd'hui, je continue, lorsque j'ai la chance d'avoir des confrères et des consoeurs, de les avoir avec moi, je reste attentif à ça. C'est assez précieux, c'est inspirant. Parfois, je me dis, c'est à peu près ce que je ne veux pas faire, mais je respecte aussi ce choix-là. Ça me fait dire aussi parfois, ah ouais, c'est tellement évident, pourquoi est-ce que j'y vais pas? Acceptez-vous des gens en stage d'observation. C'est compliqué à organiser, c'est très compliqué à organiser. La réponse devrait être oui, mais malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple. Du coup, si l'observation, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, je crois que si tu veux devenir facilitateur dans la vie, il faut que tu y ailles, quoi. Hein, en vrai, il faut essayer. Il faut faire. Alors, c'est vrai que, un petit peu comme je me suis lancé sur ma première rétrospective, quand on se lance dans son tout premier atelier, on ressemble à peu près à ça. Hein. C'est-à-dire que ça paraît absolument vertigineux. Et il ne s'agit pas de se mettre en danger. Sortir de sa zone de confort ne veut pas dire se mettre en danger. Par contre, on n'est pas obligé d'imaginer des expériences dingues. Voilà. On peut faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre. Et c'est par exemple, juste si c'est compliqué, est-ce que juste vous avez déjà proposé un jeu, une activité, un jeu de société? Quelque chose où, en gros, on a un groupe, on a des gens, et on leur fait faire une activité. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le jeu. Est-ce que je sais expliquer les règles d'un jeu? Alors, est-ce que c'est de l'intelligence collective? Moi, j'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que oui, parce qu'on démarre, on propose une expérience. Alors là, il n'y a pas d'autre chose que de créer une expérience ludique. Mais au moins, on leur propose un truc à faire. Donc, l'intelligence collective, c'est-à-dire explorer des territoires qui sont intangibles, qui sont inconnus, ou qui sont impossibles. Voilà. Pour moi, ce serait ça l'intelligence collective. D'encourager des participants à sortir des sentiers battus et à penser de manière créative. Il y a un monde pour ça. Et donc, lorsque vous lancerez, ou lorsque vous relancerez, j'espère que vous vous souviendrez de cette conférence. J'espère que vous vous souviendrez que dans cette conférence, je vous ai partagé comment devenir facilitateur, devenir facilitatrice. Et j'espère que vous vous rappellerez que, tout simplement, c'est possible. Et je vous remercie. Et on peut prendre les questions.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Merci pour les retours. Alors, je vais essayer de dépiler parce que je n'ai pas tout vu. Est-ce qu'il faut être... alors, est-ce qu'il faut être bon dessinateur pour être facilitateur? Ah alors, bon dessinateur, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il faut être dessinateur? Non. Est-ce qu'il faut la facilitation graphique dans son job de facilitateur? Je vais avoir une réponse partisane, mais je vais répondre que oui. Aujourd'hui, un facilitateur qui n'aurait pas la facilitation graphique dans sa boîte à outils se prive d'un outil facile et tellement puissant, mais on peut faire de la facilitation sans facilitation graphique, c'est possible aussi. Alors, un lien vers la cartographie des outils, faut taper Google. Je pense que Google est le meilleur lien. Il y a c'est tellement facile aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Mais bon, sinon, allez sur le lien que je vous ai donné, allez sur supertilt.fr/blog. Il y a plein de ressources. Sinon, vous allez dans la section intelligence collective. J'ai documenté aussi toutes les ressources moi, qui me sont utiles. Le cadre de départ, Guillaume qui me rappelle que le cadre de départ doit être accepté par tous les participants. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est particulièrement important d'avoir la préparation et le cadrage. Et maintenant que la conférence est passée, oui, je peux dire que les prises de conscience sont arrivées parce que justement, je me suis retrouvé avec des gens qui n'avaient pas accepté le cadre. Et parce que tout simplement, je ne l'avais pas revalidé avec eux. Donc ça interroge, hein, parce qu'au début, on se dit, mais c'est pas possible que les gens acceptent pas un truc qui est super, qui est cool, qui est pensé pour eux, ça va dans le bon sens. Et pourquoi ils en veulent pas? Parce qu'en fait, ils en veulent pas. Tout simplement. Ah oui, donc il faut peut-être que je valide ça. Le facilitateur n'est-il pas engagé sur le résultat? Ah, une très bonne question. Alors, moi, je dirais plutôt non. En tout cas, c'est pas le rôle que j'ai envie d'avoir, parce que sinon, ça veut dire que c'est à moi de m'assurer que le livrable est bon. Donc, moi, c'est plutôt la facilitation, c'est plutôt une hypothèse de travail. Tout le déroulé, c'est une hypothèse de travail, mais à un moment donné, il faut quand même que les gens soient OK. Alors, je vais être le gardien du temps, je vais être le gardien du filage, du plan A, du plan B, éventuellement du plan C. Et je vais lever les alertes si jamais on n'y arrive pas. Je vais évidemment préparer un cadre qui normalement devra permettre d'aboutir à ce livrable, mais je ne m'engage pas sur le résultat. Parce que sinon, après, finalement, le vrai acteur engagé dans un cadre, dans un atelier, c'est que moi. Et ça demande une énergie folle. Et du coup, je peux avoir des gens qui sont complètement désengagés. Et ça, pour le coup... tout à l'heure, je crois que c'était même Guillaume aussi qui posait la question, le cadre doit être accepté par tous les participants. C'est peut-être aussi à revalider avec le commanditaire, de dire qu'en tant que facilitateur, je suis ou je ne suis pas engagé sur le résultat. Moi, personnellement, je ne m'engage pas sur le... c'est fini, je ne m'engage plus sur les résultats. Après, je donne confiance quand même à mes clients. Je ne leur propose pas des trucs où on part en l'air. Mais sur des séquences qui vont dire être très risquées, on met les choses, moi je mets les choses très très au clair avant. Et parfois ça marche pas, mais du coup c'est ok parce que du coup je vais pas faciliter un truc où je sais que potentiellement je peux ne pas y arriver, quoi. Ou essayer facilement dans son cercle d'amis, ouais, je pense que tu fais une soirée jeu à la maison déjà, ça permet, ou tu fais ça avec des collègues, déjà faciliter, ça commence avec les réunions. Il me semble qu'on a la possibilité, c'est assez simple d'avoir des espaces qu'on anime. Donc ouais, je pense qu'animer la prochaine réunion, c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, moi, c'est ça que j'aurais envie de recommander. Sinon, tu fais déjà une première soirée jeu à la maison. Peut-on revoir ou recevoir les sketch notes? Oui. Alors, je pense qu'il y aura un replay qui sera fourni par les facilitateurs. Et puis, sinon, vous m'écrivez. Je vous redonne mon mail. romain@supertilt.fr et puis je vous enverrai, je scannerai tout ça et je vous les enverrai. Et puis merci pour cette présentation, merci beaucoup. Ton plus beau souvenir de facilitation, ta plus belle expérience. Mon plus beau souvenir, ma plus belle expérience. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y en a eu tellement. Je sais pas, tiens, je vais en prendre une en distanciel parce que j'ai trouvé ça assez génial.
C'était sur un comité, un groupe de travail. C'était bancal au possible. C'était une activité très transverse dans un grand groupe avec des gens. On ne savait pas trop. Ils arrivaient n'importe quand, n'importe comment. Et on était sur Teams. Donc Teams, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais bon, c'est un outil de visio qui est à peu près pas pratique pour une raison toute simple. C'est que si tu n'es pas créateur et animateur du Teams, eh ben, tu n'as pas le droit de créer des sous-groupes. Donc, ça avait été très, très, très compliqué. Et donc, j'avais montré on avait toute la matinée, je les avais fait en fait que des sous-groupes, plénière, sous-groupe, plénière, sous-groupe, plénière, sous-groupe. Et en fait, l'énergie elle était tellement molle au début, les gens, ils n'avaient vraiment pas envie. Et en fait, à la fin, ils ont trouvé ça fou, quoi. Ils ont dit, ah, mais c'est trop bien. En plus, on a appris qu'on pouvait faire ça avec Teams. Et en fait, ils se sont trop éclatés sur un sujet qui avait vraiment, mais pas du tout de priorité dans leur agenda. Et voilà, les faire passer de 0 à 100 en une matinée, c'était assez cool. Surtout que c'était des directeurs. Donc, du coup, moi, j'étais assez flippé du type de personne que ça pouvait être. Il y a eu ça. Et puis, après, je pense que les plus belles expériences en présentiel, c'est vraiment les cadrages, les kick-off projets. Où là, les gens, ils parlent de ce qu'ils ont envie, ils ont l'euphorie du départ, et on surfe là-dessus. Et voilà, quand on fait des cadrages de projets, qu'on met les gens ensemble, qu'on leur fait définir leurs règles, la cible, où est-ce qu'ils vont, qu'on leur fait créer des trucs. Et puis le Lego Serious Play, voilà, je pense que ça fait partie des plus belles expériences de formation. On a fait cartographie d'une DSI à 35 personnes en une journée, rien qu'avec des Lego. Et à la fin, les gens, ils étaient refaits. Et ça, c'est... Voilà, on a une certaine fierté du travail accompli. Et en même temps, il n'y a aucune reconnaissance. C'est ça qui est génial. Une bonne facilitation, c'est une facilitation qui ne se voit pas. Et donc, je trouve que voilà, quand on n'a pas de retour, et ben, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'est plutôt chouette. Quel type de crayon feutre utiliser? Eh bien, moi, j'utilise des V-Sign Pen. Voilà. Et puis, pour le reste, c'est des Neuland. Voilà, c'est la marque... C'est la marque officielle des facilitateurs graphiques. Voilà, cadre à valider avec eux, bien sûr. Du coup, facilitateur, c'est une profession ou bien une compétence? Bon, les deux, capitaine. Je pense que c'est à peu près comme tous ces nouveaux métiers en ce moment. Moi, c'est une partie de mon métier, mais avant, c'était pas mon métier. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vocation à être facilitateurs, mais qui ont besoin et qui recherchent cette compétence. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle compétence à avoir. Poser un cadre est à la portée de tous, et on n'a pas besoin d'y associer une monétisation, quelle qu'elle soit. Ah, il y a une petite erreur. Hop. Il y a une petite fausse manette, ça arrive. Bon. Du coup, j'ai perdu le chat, je me suis gouré, je suis arrivé ailleurs sur Chrome. Voilà. On me dit que c'est l'heure. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bravo aux orgas. Et puis Bien, merci à toi. Une bonne fin de journée. Et si vous voulez qu'on continue à papoter, on peut aller sur le Discord, si vous voulez.